Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, parler vrai et langue de bois, même combat. Bonjour Cécile Alduy. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature à l'université Stanford en Californie, chercheuse associée au CEVIPOF à Sciences Po. Vous travaillez sur les mots des politiques. Vous avez justement publié en début d'année au Seuil ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot. Alors 2017 vous aura offert deux nouveaux spécimens intéressants à étudier, l'un et l'autre incarnant le profond renouvellement qui a caractérisé cette année politique, Donald Trump et Emmanuel Macron. Et on peut d'ailleurs penser que c'est en renouvelant le langage politique, la façon de s'adresser aux électeurs, qu'ils ont réussi à déjouer les pronostics et à s'emparer du pouvoir. C'est la preuve que le langage ne se contente pas de traduire les nouvelles orientations idéologiques, elle est aussi un instrument de conquête. Trump et Macron promettaient la rupture avec la technocratie des partis traditionnels, avec une certaine façon d'envisager la représentation. Il fallait donc que cette promesse se retrouve dans leurs mots. Et c'est d'ailleurs une promesse qui ne date pas d'hier et qui est presque devenue une nouvelle doxa. L'ennemi, c'est la langue de bois, la nouvelle grammaire est celle du parler vrai, non pas tant pour dire la vérité que pour parler peuple. Dès lors, on peut se demander si ce nouveau standard n'est pas une simple illusion d'un renouvellement. Alors, parler vrai et langue de bois, même combat, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Cécile Alduy. Et puisque j'évoquais ce renouvellement important qui aura marqué, alors on va dire la fin 2016 et ce premier semestre 2017, est-ce que ça s'est aussi traduit de votre point de vue et par rapport à ce que vous observez par un renouvellement du vocabulaire politique? Est-ce qu'il y a des mots qu'on n'entendait pas et qu'on entend désormais aujourd'hui? Alors, un mot qui est apparu et qu'on n'avait pas entendu dans le discours politique en France, c'est la bienveillance. C'est un mot qui vient des États-Unis et qui est très intéressant parce que il comporte des connotations morales beaucoup plus que politiques en fait. La bienveillance n'indique pas de direction idéologique particulière et en même temps, du point de vue de la théorie politique, il y a un linguiste, Georges Lakoff, qui a théorisé que l'opposition gauche-droite fondamentale, elle repose sur des structures imaginaire de la parenté, avec d'un côté le père autoritaire qui serait le modèle de la société politique, et de l'autre le père bienveillant. Alors, père autoritaire, ça veut dire des relations sociales fondées sur le mérite, l'ordre, l'autorité, donc la droite en général, et le père bienveillant, c'est au contraire l'idée qu'il faut aider ceux qui en ont besoin, être dans la solidarité, dans cette bienveillance qui a été évoquée. Et c'est intéressant que Emmanuel Macron et son parti aient repris ce thème de bienveillance pour en faire, à l'inverse, un instrument de dépassement du clivage droite-gauche. Alors justement, s'agissant d'Emmanuel Macron et d'ailleurs de Donald Trump, puisque ce sont les deux figures du renouvellement politique que j'évoquais en ce début d'émission. Alors je ne sais pas si Donald Trump, il faudra plutôt le classer du côté du père autoritaire, mais je vous propose justement peut-être d'écouter. Alors il y a évidemment énormément de prises de parole, mais là ce sont deux prises de parole des futurs présidents et des États-Unis et de la France lors de meetings de campagne. Our country is in serious trouble. We don't have victories anymore. We used to have victories, but we don't have them. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time. Est-ce que vous entendez le murmure du printemps ? C'est le bruit d'une page de la vie politique qui est en train de se tourner, que vous allez tourner. Est-ce que vous sentez la puissance de ce rassemblement ? C'est la force de notre indignation face à ce qui a trop duré. Alors, on va revenir séparément et spécifiquement sur les mots de Trump et les mots d'Emmanuel Macron. Mais pour commencer, Cécile Alduy, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux registres de paroles qui sont très différents l'un de l'autre ? Antithétique même. C'est très frappant dans ces extraits. D'un côté, le lyrisme presque poétique et aussi un peu téléévangéliste d'Emmanuel Macron, qui parle du murmure du printemps, de notre indignation, donc qui inclut son auditoire dans cette parole du nous. Et de l'autre, au contraire, la
la syntaxe extrêmement simpliste, le vocabulaire extrêmement pauvre de Donald Trump, qui est dans une posture guerrière. On gagne ou on perd, on les bat, on est victorieux, c'est d'un simplisme absolu, alors que Emmanuel Macron est réputé maintenant pour sa complexité d'esprit, qu'elle soit jouée ou non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a même pas pris la peine de traduire les propos de Donald Trump, parce qu'on s'est dit que même sans maîtriser très bien l'anglais, ce qui est par exemple mon cas, on comprend toujours ce que dit Donald Trump. Là, il parle de la Chine. Cette langue pauvre qu'on décrivait justement et qu'on critiquait beaucoup lorsqu'il était en campagne, est-ce qu'elle s'est quand même un peu enrichi, vous qui vivez une grande partie de l'année aux États-Unis, au bout d'un an de pouvoir, ou bien est-ce qu'on est toujours au même niveau de pauvreté, disons? Non, il n'y a aucun enrichissement, c'est hallucinant, je dirais, parce que au jour le jour, il y a à la fois les modes de communication utilisés qui sont essentiellement Twitter et le contenu de cette communication qui sont des messages extrêmement succincts, simplistes et d'une pauvreté de vocabulaire remarquable pour un président des États-Unis. Tout ça, ça n'a pas évolué et c'est en opposition avec tout ce qu'on a connu et même avec le statut de président des États-Unis qui implique une certaine éloquence, un certain protocole cérémonieux. Donc le candidat Trump ne s'est pas transformé en président Trump. Il est resté le candidat. D'ailleurs, il s'adresse essentiellement à sa base plutôt qu'à tous les Américains. Il a continué à être extrêmement clivant et agressif par rapport à ses adversaires politiques, alors que inversement, Emmanuel Macron a essayé de rassembler pendant la campagne, mais dès qu'il a été président, il a changé d'attitude et de posture et de langage. S'agissant de Donald Trump, vous évoquiez son usage, qui est un usage assez compulsif de Twitter. Est-ce qu'on peut dire que ce réseau social-là, sur lequel on doit s'exprimer, enfin, on devait s'exprimer jusqu'à présent, 140 caractères, là, il y a un petit peu plus d'espace possible désormais, mais est-ce que c'est un espace qui est particulièrement adapté justement à la pensée de Donald Trump, ou bien est-ce qu'il faut prendre le problème à l'inverse, c'est de se dire que c'est peut-être son usage qui a fini par modeler sa façon de penser? Je crois qu'il pensait et s'exprimait de la même façon avant même l'apparition de Twitter. Il a une longue histoire derrière lui à la télévision. Son grand slogan, c'est « You are fired » avant d'être président des États-Unis. Vous êtes viré. Voilà, vous êtes viré. Et donc, il a toujours été dans cette élocution très morcelée, avec des phrases extrêmement courtes, sujet, verbe, complément, beaucoup d'adjectifs. Donc, c'est toujours des jugements sur les gens qui sont soit bons, soit méchants, pour simplifier. Enfin, je simplifie pas beaucoup les choses, malheureusement. Donc, Twitter, en fait, est totalement adapté à la forme d'expression idiosyncratique de Donald Trump plutôt que l'inverse, un médium qui aurait modelé sa langue. Et inversement, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'utilise pas Twitter. Parce que il est dans cette posture de la pensée complexe où, pour tenir ensemble des opposés, des antithèses, il faut pouvoir développer pour justifier ce syncrétisme. Sur cette façon très directe qu'a le président américain Cécile Alduy de s'exprimer, est-ce que c'est fait au nom d'un rejet de la langue de bois? Mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est un concept qui existe, alors peut-être traduit différemment, mais aux États-Unis. Alors en fait, c'est pas tellement la langue de bois que Donald Trump fustige en général, mais la corruption. C'est The Swamp, le marais de Washington. Et dans l'imaginaire subliminalement, il y a cette association entre une langue un peu éthérée, déconnectée des réalités, et à l'inverse, un langage très cru, très direct, très grossier d'ailleurs parfois, qui serait le reflet mimétique d'une prise directe sur le réel en même temps. Mais je pense et aussi une façon de parler comme il imagine que les gens parlent. Exactement. Mais le fait est que quand on voit des reportages, des interviews du fan club de Trump, et il est très très nombreux, les gens sont ravis que Trump parle comme ça, qu'il parle comme eux, c'est comme ça qu'il s'exprime, et surtout qu'il y ait cette idée de transgresser le discours officiel qui doit être poli, courtois, politiquement correct. Donc c'est pas tant la langue de bois en tant que discours politique dont on ne comprend pas le contenu tellement il est éthéré, plutôt que le politiquement correct qu'il faut transgresser. Donc un langage agressif qui désigne des bons et des méchants plutôt que de rassembler, c'est ça qu'incarne Donald Trump.
Alors vous l'avez dit, s'agissant d'Emmanuel Macron, contrairement à Donald Trump, il n'y a pas eu forcément de continuité dans la façon de s'exprimer, mais plutôt une rupture entre le moment où il est en campagne et il s'adresse aux électeurs et le moment où il devient président et où il s'adresse aux Français. Est-ce que du coup, dans l'utilisation de son vocabulaire, ça change quelque chose? Ou bien on retrouve quand même des mots identiques? Alors on retrouve bien sûr à la fois des thèmes et des mots de l'un à l'autre, notamment cette bienveillance qui continue à revenir, la synthèse fondamentale, liberté et protection qui devient un élément de langage de l'administration Macron. Mais la différence, c'est la mise en scène du discours. C'est-à-dire qu'en tant que candidat, ce qui était la grande nouveauté de Macron, c'est de ne pas avancer des valeurs, ni même un programme, mais une émotion collective. De fabriquer du collectif par l'émotion, par la création d'un nous dans lequel il s'incluait constamment, alors qu'en tant que président, avec cette présidence jupitérienne, il parle au nom de la France, parfois en son nom propre, mais il ne s'inclut plus dans le peuple français et il n'essaie plus de s'adresser à ses émotions, à son ressenti. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il a parlé de vous sentez notre indignation. On est dans le registre émotionnel, affectif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a davantage de complexité dans ses propos et est-ce que ça en fait une parole complexe, c'est-à-dire peut-être aussi plus compliquée à comprendre? Oui, il avait déjà une pensée assez complexe une pensée complexe. Complexe au sens littéral du mot, c'est-à-dire qui imbrique des éléments distincts dans une construction qui n'est pas simple. Donc Trump, c'est la simplicité, c'est l'un ou l'autre. Macron, c'est et l'un et l'autre dans beaucoup de domaines. Donc, c'est une construction plus complexe. Mais en tant que président, ce qui me frappe, c'est surtout qu'il a des discours qui essaient d'inscrire dans l'histoire des visions d'un projet France ou d'un projet Europe, alors qu'en tant que candidat, il jouait beaucoup plus sur le ressenti, l'émotionnel, plutôt que l'inscription dans une histoire de France. Donc là, en tant que président, il essaie d'incarner à la fois une continuité historique et une projection dans le futur. Donc c'est beaucoup de récits qu'il essaie de mettre en place, plutôt que des détails, par exemple, de sa politique économique, il le laisse au ministre. Il y a aussi quelque chose qui me semble assez frappant, Cécile Alduy, dans la façon dont s'exprime Emmanuel Macron. C'est une apparente contradiction, mais vous allez nous dire si c'en est une, dans les registres de vocabulaire différents qu'il peut utiliser. Alors il y a à la fois l'usage de mots assez désuets, on en a noté quelques-uns, galimatia, chicaya, croquignolesque, poudre de perlimpinpin. Des mots qui sont peut-être rares dans le discours politique, mais qui sont des mots anciens. Et puis, à la fois, dans certaines expressions publiques, un langage très familier. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Dernièrement, en Algérie, il y a quelqu'un qui l'a interpellé sur la responsabilité de la France dans la colonisation. Vous n'avez jamais connu la colonisation, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Et puis, le fameux, il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir les postes. Ça, c'était lors d'une visite dans le centre de la France. Est-ce que c'est un double registre qui vous paraît cohérent ou bien qui marque certaines contradictions? Mais c'est peut-être une traduction du « en même temps-misme » dans le discours d'Emmanuel Macron. Je crois que surtout, c'est que ce sont des contextes d'élocution différents. Il y a les grands discours qui prennent des semaines à écrire et où vraiment c'est faire œuvre pratiquement. C'est de l'écriture pour des anthologies futures, où là on fait attention à chaque mot, on pèse les harmonies du discours, etc. Et puis après la parole plus ou moins spontanée et générationnellement beaucoup plus neuve d'Emmanuel Macron, qui parle comme quelqu'un de 39 ans et qui, dans l'interlocution avec des gens sur le terrain, se laisse aller. Et là, la question, c'est est-ce que c'est intentionnel ou pas, à être dans un registre beaucoup plus familier et proche des gens. Moi, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de se poser la question si toutes ces écarts de langage qui lui ont été reprochés, comme aussi les fainéants, ces gens qui ne sont rien sur les quais de la gare, etc., si c'est l'inconscient de classe qui parle, parce que c'est souvent des formules assez violentes sur une catégorie de la population alors qu'il privilégie d'autres catégories comme les entrepreneurs, les start-upers, etc. Ou si c'est simplement des moments d'énervement et donc de non-maîtrise de la communication. On pourrait aussi peut-être y voir une forme de stratégie, c'est-à-dire d'idée que pour se rendre accessible, il faut aussi avoir une parole qui soit
le plus communément admise. Alors je rappelle le thème de notre discussion aujourd'hui, Cécile Alduy, parle les vrais et langue de bois, même combat. Et pour élargir peut-être justement la réflexion au-delà des seuls Donald Trump et Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on peut se dire justement qu'à travers le renouvellement et du langage politique et du registre de langage, il y a aussi une forme de défaite des partis politiques traditionnels et du système classique de représentation, et qu'il y a l'idée aussi de s'adresser en fait directement au peuple plutôt que de passer par des intermédiaires? Oui, en tout cas, il y a une corrélation temporelle entre cette perte de vitesse des partis traditionnels qui assurent la médiation entre les électeurs et le pouvoir, et la tendance populiste qui a marqué à la fois les élections américaines et les élections françaises cette année, avec des leaders politiques qui s'émancipent des partis, Macron, Mélenchon, Trump, qui n'est dans aucun parti, et qui se mettent en scène dans cette posture de s'adresser directement au peuple. Bien sûr, ils s'appuient tous sur des organisations extrêmement structurées, cependant. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas tellement les écarts de langage qui vont faire peuple, c'est plutôt le mode de communication au public. Donc tout ça, c'est de la mise en récit de soi. Donc c'est une manière de se mettre en scène comme un acteur issu du peuple, qui pense comme le peuple, qui le représente. C'est quelque chose qu'avaient perdu les partis traditionnels, qui avaient peut-être adopté et des techniques et un langage un peu ouais, technocratique. Tout à fait, absolument, qui se sont polissés dans leur langage, qui se sont aussi notabilisés dans leur éventail sociologique. Hein. C'est plus des ouvriers qui sont élus députés aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il y a seulement un ouvrier aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il y a des langages de classe sociale aussi qui ne sont plus représentés dans les partis traditionnels. Et lorsque des leaders charismatiques, qui plus est, parlent un peu comme tout le monde, s'émancipent des codes de la bienséance, eh bien ça fait peuple. La petite chose que j'aimerais quand même souligner, c'est que il y a une sorte d'illusion entretenue entre parler, si ce n'est vulgairement, de manière familière en tout cas, et avoir un discours provocateur, polémique, et parler vrai. C'est-à-dire que on a l'impression que les hommes politiques s'efforcent de faire le buzz avec des propos polémiques, que ce soit le cancer de la Zistana, que ce soit les prières dans les rues de Marine Le Pen, etc., etc. Et donc que transgresser en fait des normes morales et politiques plutôt que des normes langagières serait un gage de sincérité. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain dangereux, par exemple, du racisme pour Trump, ça ce serait un gage de vérité, ce qui est très très contestable. Puisque vous parlez de transgression, je vous propose d'écouter quelqu'un qui pourrait être, en tout cas, un des symboles de cette transgression dans le discours politique. Peut-être pas le seul, mais enfin, en tout cas, lui, il a marqué une vraie rupture dans la vie politique française. C'est Nicolas Sarkozy. Écoutez, un extrait de ses interventions, une intervention montée, c'est en 2009. Il visite une usine d'Alstom. C'est un montage qui a été opéré par l'émission Arrêt sur Image à l'époque. Qu'est-ce que je m'aperçois ? On fabriquait 3 200 000 automobiles sur le territoire français en 2004. On a fabriqué plus que 2 100 000 en 2007. L'année où je suis devenu président. Vous avez vu la querelle, soi-disant je suis protectionniste. Je suis pas protectionniste, mais j'ai pas été élu pour qu'on fabrique plus de voitures en France. Faut pas renoncer. On a choisi une stratégie économique, il faut la tenir. Et pas faire comme d'habitude en France, tous les 6 mois, changer de stratégie ou de système de jeu pour prendre l'image du foot, tellement ils croient peu dans leurs convictions. Moi, je crois dans mes convictions. Alors, s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir. Cécile Alduy, est-ce qu'on pourrait dire que Nicolas Sarkozy, il illustre bien cette confusion que vous évoquiez sur la notion de parler vrai, c'est-à-dire que le parler vrai, au départ, en tout cas en France, c'était beaucoup Michel Rocard, par exemple, qui était censé incarner ça, c'est-à-dire on dit la vérité même si la vérité est désagréable, et là un parler vrai qui serait parler comme le peuple, parler comme les gens à qui on s'adresse. En tout cas, comment on imagine que ces gens parlent. Oui, alors la grammaire de Nicolas Sarkozy a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle était assez retorse, on va dire. Nicolas Sarkozy sait aussi très bien s'exprimer. Donc il y a toujours une mise en scène des écarts de langage, ici des écarts grammaticaux. Quand il dit « qu'est-ce que je m'aperçois ?» c'est tout de même une phrase
qui interroge sur le niveau d'éducation de Nicolas Sarkozy. Mais l'idée, c'est que transgresser, que ce soit la grammaire, les normes du vocabulaire, ou même des codes comme le Casse-toi pauvre con qu'il avait aussi lancé dans, je crois que c'est un salon de l'agriculture, ce serait un signe intrinsèque de sincérité, d'authenticité et donc de proximité avec les Français, on va dire avec le français moyen. Or, à chaque fois, ce dont on fait l'impasse, c'est le contenu, à la fois politique et idéologique, de ce qui est exprimé. On se focalise sur la forme, comme si la forme elle-même était un gage de sincérité, alors que cette forme, elle continue à véhiculer le même contenu que celui du Sarkozy 2005, que celui du Chirac 2002, etc., etc. Et est-ce que du coup, on pourrait voir dans cette approche du parler vrai ou d'un parler vrai un nouveau standard finalement de la langue de bois? Oui, absolument. C'est-à-dire que tout le monde se réclame de se parler vrai. François Fillon a fait la même chose pendant sa campagne. C'était dire les choses. D'ailleurs, un peu plus proche du parler vrai de Michel Rocard. On va dire les choses, même si ça fait peur, même si c'est dramatique. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui use Laurent beaucoup Wauquiez. de ça. Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez, il reprend même l'expression de Jean-Marie Le Pen. Je dis tout haut ce que les Français pensent tout bas. Donc, en fait, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'au départ, le parler vrai, c'était aussi l'extrême droite en disant nous, on est vraiment du peuple et on dit les choses, notamment sur l'immigration. Donc, ce côté transgression des codes de la morale aussi, de ce que eux appellent la bien-pensance. Et maintenant, dire des choses qui sont à la limite soit de la discrimination, soit de la xénophobie, etc., ce serait un gage d'authenticité. Mais peut-être que c'est sa façon réelle de parler à Laurent Wauquiez. Vous qui l'avez côtoyé. Je l'ai côtoyé, oui. C'est ça, voilà, j'ai appris ça en préparant l'émission, lorsque vous étiez au lycée, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On était au lycée, puis après Normal Sup ensemble. Donc c'est quelqu'un qui a des lettres, de très bonnes lettres même, qui s'est rédigé des dissertations prolixes et très bien écrites. Non, il y a un effort de désembourgeoisement de la langue de la part de Laurent Wauquiez, et ça, beaucoup de gens le reconnaissent dans son entourage. Mais c'est la même chose, Marine Le Pen a fait de très bonnes études également, et elle essaie aussi d'avoir un parler très populaire. Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui était prof, je crois, de philosophie ou de littérature, je ne me rappelle plus. Donc, il y a une stratégie de communication, en fait, dans le choix du registre et même de la grammaire qu'on utilise. On recevait la semaine dernière l'historien Jean Garrigue qui publie une compilation des grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours. Avec quand on regarde ces discours, on a toujours l'impression qu'on a eu affaire à un âge d'or justement dans l'éloquence, dans la complexité du vocabulaire. Est-ce qu'on pourrait dire justement qu'aujourd'hui ce désembourgeoisement de la langue dont vous parlez, Cécile Alduy, c'est un phénomène, c'est général. Est-ce qu'on a les moyens déjà aussi peut-être d'évaluer de manière à peu près scientifique, disons justement cet appauvrissement de la langue? On peut, oui, absolument. C'est pour ça que récupérer énormément de discours pour faire des analyses statistiques, ce que j'avais fait dans mon livre, ça permet de relever des tendances, surtout quand on fait ça sur le moyen ou le long terme. En fait, ça permet aussi de voir entre les candidats ou les personnalités politiques des différences. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon continue d'avoir un discours extrêmement riche du point de vue lexical. C'est d'une très grande richesse, alors que inversement, Marine Le Pen est celle qui a un des discours les plus pauvres du point de vue du vocabulaire, car c'est un discours extrêmement répétitif. Donc on peut mesurer ça. Après, c'est vrai qu'il faudrait collecter des corpus qui aillent plus loin dans le temps en arrière pour vraiment mesurer cette évolution. Mais je pense que c'est pas tant simplement la pauvreté lexicale, c'est-à-dire le fait de répéter toujours les mêmes mots, que la forme du discours, c'est-à-dire l'éloquence des phrases, la construction des discours, le lyrisme, l'appel à des grandes valeurs, à des grands mouvements historiques. On est plus dans les petites phrases aujourd'hui, plutôt que dans du discours, qui est une construction de longue haleine. Alors du coup, justement, si on est plus dans les petites phrases, est-ce que ce sont seulement les politiques qui sont responsables de cette tendance-là, ou bien est-ce que ceux qui les interviewent n'ont pas également une part de responsabilité? Bonjour Antoine Dulster. Bonjour. Vous avez justement choisi de poser la question à un journaliste politique qui a réfléchi à cette question. Il s'agit de Thomas Legrand, notre confrère de France Inter. Oui, Thomas Legrand qui avait signé il y a quelques années un article d'autocritique sur la pratique journalistique, ce qui est plutôt rare. Un article intitulé « Les langues de bois journalistiques et politiques se nourrissent l'une l'autre ». Alors je lui ai demandé ce qu'il entendait par langue de bois journalistique et comment combattre ces réflexes de langage et les mots creux quand on est au quotidien journaliste politique. La langue de bois du commentaire politique n'est pas le fait spécialement de reprendre des éléments de langage des hommes politiques. C'est simplement
d'avoir une sorte de vocabulaire stéréotypé qui fait que on entend une demi-phrase et on sait qu'on est dans le commentaire politique, même dans le ton. Vous savez, vous entendez une demi-phrase avec 3 mots simplement et vous savez que vous êtes dans le langage sportif ou dans le langage économique, sans comprendre le sens. Simplement, il y a une musique thématique. Et c'est ça, en fait, à mon avis, qui stéréotype le débat en France et qui fait que on perd aussi en intérêt du débat et qu'on perd en crédibilité auprès du public. On est obligé de parler tout le temps et du coup on se vautre dans un langage qui ne dit pas grand-chose. Comment on combat ça ? Eh ben moi par exemple, je le combats en ne lisant pas les commentaires politiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on me demande ? C'est de commenter ce que disent les hommes politiques et ce qu'ils font, comparer ce qu'ils disent avec ce qu'ils ont dit avant, ce qu'ils disent avec ce qu'ils font, et puis essayer de voir d'où ça vient. Là, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Essayer d'aller voir dans l'histoire, essayer de mettre le doigt sur des contradictions entre des dires et des faits, entre les mots et les choses. Et pour ça, on n'a pas besoin finalement d'aller voir ce que disent les autres. On peut le regarder après. Donc avant de faire un édito sur quelque chose, eh bien, je ne regarde pas les autres éditos qui sont faits là-dessus. J'essaye de m'extraire et j'essaye de participer le moins possible à des émissions sur les chaînes Tout Info. D'abord, nos éditeurs aiment pas ça, à France Culture ou à France Inter. Ils aiment pas trop nous voir sur les chaînes Tout Info. Ils sont un peu exclusifs et c'est pas mal. Faut pas rentrer dans ce robinet d'eau tiède. Voilà, Thomas Legrand, éditorialiste politique sur France Inter. On peut retrouver son article sur les langues de bois journalistiques et politiques dans le numéro 58 de la revue Hermès et en accès libre sur le portail Cairn. Et dans l'action, Cécile Alduy ? Oui, en fait, ce que souligne Thomas Legrand, c'est que les éditorialistes politiques se sont créés une langue spécialisée, comme tous les professionnels d'une discipline. De même que les critiques littéraires ont leur langage spécialisé, que je sais pas quoi, les astrophysiciens ont la leur. Finalement, en étant toujours, comme il le dit, dans le commentaire et la glose des uns des autres, on se forge une langue de groupe de recherche presque, et qui du coup se sépare de la langue commune. Et c'est cet effet de reconnaissance. On a 3 mots et puis hop, on sait qui parle. C'est-à-dire quelle classe technocratique est en train de parler. D'une certaine manière, l'autre pendant de ça, c'est que cela appelle des réponses qui elles aussi vont être stéréotypées. Parce que quand on demande toujours aux hommes politiques les mêmes questions, la réponse va être répétitive elle aussi. Et c'est vrai que ce que j'ai moi constaté au fil du temps, c'est à quel point les éléments de langage deviennent la substance même des interviews politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de conversation, parce qu'il n'y a pas suffisamment peut-être d'espace et de temps de parole. Et il n'y a pas de temps, tout à fait. Donc il y a le ça médium oblige aussi, à synthétiser à l'extrême et donc à recourir à ces éléments de langage. Exactement, et du coup de se reposer aussi par sécurité, parce qu'on a toujours peur de faire un écart, sur une petite formule toute faite qui a déjà été testée à la fois parfois sur des focus group ou à l'intérieur du mouvement politique. Mais ça veut dire que à la fin de la journée, on a entendu de la part de 10 personnalités politiques différentes exactement les mêmes mots. Alors j'en déduis du coup, Cécile Alduy, vous qui êtes professeur de littérature, que si vous deviez faire étudier un texte ou un discours politique à vos étudiants, ce serait pas forcément parmi le personnel politique très contemporain que vous iriez puiser. Qui pourrait incarner pour vous à la fois la complexité, l'accessibilité et l'emphase peut-être du discours politique ? Je dirais, il y a Jean Jaurès qui a écrit des discours magnifiques et aussi qui ont une importance historique, mais même, j'ai envie de dire, Zola serait aussi l'auteur de discours politiques. Jean Jaurès et Zola à Stanford, ça peut fonctionner ? Absolument. Pas de problème. Moi, mes étudiants, ils lisent Montaigne, donc je pense que Zola et Jaurès, ça ira. Eh ben, merci beaucoup, Cécile Alduy, d'avoir participé à cette émission. Ceux qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot, c'est le titre de votre dernier ouvrage publié au Seuil en ce début d'année. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulcer, réalisée par Véronique Villa, mise en ligne par Eva Pellerin, avec à la prise de son YouTube Diego Aclopes. Émission que vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour du grain à moudre. À 12h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Tout de suite à 12h30, c'est l'heure du journal.